On avait envie de commencer par ce qui est arrivé à Michel Zecler. Donc, vous vous rappelez, le producteur tabassé et les flics, enfin la police, la première chose qu'ils ont dit, c'est qu'il y avait une odeur de cannabis. Donc voilà, bon, outre qu'il ne portait pas de masque, mais évidemment il était noir, donc il était suspect, et il y avait une odeur de cannabis. Est-ce que, donc, en gros, ce prétexte est d'abord pour les personnes racisées ou ceux qui vivent dans la rue, enfin qui vivent dans la rue ou qui sont dans la rue, mais la répression s'abat toujours sur les mêmes. Est-ce qu'on ne peut pas déplorer le lien qui semble souvent évident entre guerre aux drogues ou aux drogués et guerre aux banlieues ou guerre aux classes populaires? Je ne sais pas si vous avez cette approche. Ce qui est sûr, c'est que dans le cas de Michel Zecler, la stratégie policière, ou en tout cas des organisations policières, corporatistes, est toujours de chercher à rendre coupable la victime et d'inverser la faute. Et donc de chercher tout ce qui est possible pour incriminer la victime et la rendre moins victime. Du coup dans ce genre d'affaires. Et puis c'est vrai que en plus le lieu où il se trouvait, voilà, un homme noir dans le 17e arrondissement, un quartier riche, ne peut être là que parce que il va commettre quelque chose ou il a commis quelque chose d'illégal. Donc vous voyez, enfin, on a en fait tous les stéréotypes qui se retrouvent là, et donc voilà, la manière, y compris de l'appréhender, ne peut être que violente et avec un usage disproportionné de la force. Donc là, on a vraiment le stéréotype. Mais c'est vrai que l'utilisation de l'argument de la drogue est voilà, ce qui permet en fait, de légitimer le propos, et peu importe après en fait, toutes les affirmations et les démentis. Enfin voilà, une fois que ce genre d'accusation est lancé, en fait, ça reste. Et donc, en fait, ça reste d'autant plus qu'effectivement, il y a dans l'imaginaire politico-médiatique et du coup, par extension, public, cette idée voilà, des Noirs et des Arabes qui trafiquent de drogue, etc. Quoi. Donc oui, ça fait clairement partie en fait, des formes de stigmatisation d'une partie de la population. Donc ce lien-là, vous l'aviez déjà perçu, vous le connaissez Oui, parce que après, c'est à la fois la partie, on va dire, la plus visible et la plus mise en scène de la politique de sécurité vis-à-vis de la question du trafic de drogue. C'est-à-dire, oui, on va parler des dealers en bas des cités, et c'est ça qui va être en fait l'expression du trafic de drogue, alors que voilà, c'est ce qui existe effectivement dans ce genre de cas, c'est le plus petit bout de la chaîne, on va dire, du trafic de drogue. C'est, on va dire, effectivement la partie la plus visible, mais on a 90% de ce trafic-là qui ne ressemble pas à ça, et qui, en plus d'être international, est beaucoup plus normalisé, et en tout cas moins visible que ça. Donc, oui, il y a une exploitation, enfin, puis il y a un imaginaire autour de ça qui part de la figure des Noirs et des Arabes dans les banlieues délinquants, et donc la question de la drogue est un des éléments, voilà, éléments de la délinquance, voilà, la délinquance. Parce que vous dites un des éléments, en fait, nous, on a tendance à penser que c'est l'élément central. Bon, par exemple, l'histoire de fouilles qui sont illicites, y compris de baisser le pantalon, de mettre des mains dans les poches, etc. On voit bien que c'est vraiment c'est pas les armes, là, c'est des stupéfiants. Et la deuxième question, c'est qu'on a l'impression que les gens de gauche, donc, qui devraient naturellement s'insurger contre cette manière de faire, ne retiennent pas cet argument en premier, se sentent mal à l'aise. Voire tendent pour certains à justifier ce genre de pratique parce que, au nom de la répression de l'usage de drogue, ouais. Oui, mais après, je pense que le fait est qu'aujourd'hui, une bonne partie de l'activité, et c'est ce que nous, on dénonce en bonne partie, une bonne partie de l'activité
des policiers et de courir après les dealers et maintenant faire des contraventions, mais c'est, enfin, de fait, c'est ça qui est en fait une autoréalisateur, c'est que du coup, plus leur activité est composée de la lutte contre les drogues, et en fait, c'est même pas la lutte contre les trafics au sens où il y aurait des officiers de police judiciaire qui passeraient du temps à remonter les filières, etc. Ça existe. Mais c'est ce que met en avant et met en scène Darmanin quand il fait poster des prises de 3 boulettes de shit sur les réseaux sociaux, et que, voilà, que les policiers eux-mêmes disent ils passent leur temps là, à courir après des petits dealers. Et donc en fait, le fait est que pour le justifier, voilà, il faut trouver une justification et dire oui, voilà, ça existe, l'insécurité, la drogue, etc. Et donc on colle en fait, effectivement. Le fait que ce soit Darmanin, comme vous dites, ou en tout cas les forces de droite qui occupent ce terrain, ça devrait vous alerter sur le c'est un peu comme le débat sur l'immigration, si vous voulez, où la gauche longtemps est restée en défense, alors que bon, il y aurait peut-être à s'interroger sur les causes de cette consommation. Ben oui, parce que ça, en fait, c'est un débat qui n'a pas lieu. On est, de toute façon, de manière générale, le débat politico-médiatique est, depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, organisé et hégémonisé par je n'allais pas dire des problématiques de droite, mais en fait, les approches de droite et d'extrême droite sur tout un certain nombre de questions, parce qu'il y a une approche que moi je crois humaniste et progressiste sur l'immigration, comme il y a une approche sur la sécurité, comme il y a une approche, voilà, différente des autres. Donc c'est pas tellement le sujet, mais c'est quelles sont les approches politiques qui sont privilégiées. Et effectivement, ces approches-là, y compris de la part d'organisations ou de partis de gouvernement ou de partis au pouvoir qui se disaient de gauche, pour ne pas nommer le Parti socialiste, ce sont les approches de droite et d'extrême droite qui ont été prises vis-à-vis de ça. Donc la question, effectivement, c'est aujourd'hui, il n'existe plus de véritable débat, ou alors quand ce débat-là il existe chez les spécialistes, chez les professionnels, un peu dans la recherche. Et moi, j'ai participé par ailleurs depuis à peu près 2 ans, il y a un séminaire qui est organisé sur la politique des drogues par le CNAM, le Centre national des arts et métiers, qui est vraiment très riche, où vous avez des professionnels, etc. Oui, mais donc voilà, ces espaces, ils existent, mais ce ne sont pas des espaces ce ne sont pas ces débats-là qui sont mis en avant, mais parce que c'est un choix politique, c'est un choix, voilà, une approche sécuritaire qui instrumentalise et qui justifie en plus le fait de dire il faut plus de moyens pour la police pour faire ça, pour courir après et mener la guerre contre la drogue. Donc oui, donc on a là un déficit de débat et de réflexion un peu intelligent, au sens où on essaie véritablement de comprendre effectivement le phénomène, et pour savoir quelle réponse on apporte à quoi d'ailleurs. Voilà. À quoi on apporte des réponses. C'est pas la même chose, effectivement, des situations comme celles qui peuvent exister aujourd'hui dans le 18e et le 19e arrondissement, où il y a des personnes en extrême précarité à plusieurs titres, et donc il y a un certain nombre de réponses particulières à apporter à cela, en termes de santé, mais au-delà même de l'addiction, c'est-à-dire qu'il y a une dégradation physique de la santé de ces personnes-là extrêmement criant, en termes de soins psy, en termes d'accompagnement, en fait, d'accompagnement médico-social et autres. Et donc ça, il y a des réponses effectivement urgentes et à la fois de moyen long terme à apporter. Et le débat plus global sur le trafic de drogue, voilà, à l'échelle, parce que ce n'est pas une question qu'on peut penser au niveau français simplement, ni même européen, c'est aussi une réflexion à savoir au niveau international, qu'est-ce que c'est, etc. Et puis la question des drogues en général, en fait. C'est, voilà, quelle est la place, et les drogues aussi bien licites qu'illicites. Les stupéfiants, comme les psychotropes, comme toutes ces substances. Et donc, du coup, voilà, est-ce qu'on approche de répression, de prohibition, ou est-ce qu'on est dans une approche de régulation des usages, etc. Voilà, donc vous avez plusieurs débats, on va dire, distincts, mais qui sont liés du point de vue de, aujourd'hui, quelle est l'approche que les uns et les autres
autres ont sur ces différentes situations, ces différents phénomènes. Mais j'allais dire, malheureusement, c'est comme tout sujet dans le débat public. Vous évoquez la question de l'immigration. Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir une discussion intelligente au sens voilà, où on essaie de comprendre de quoi on parle. Mais parce que c'est dans l'intérêt de ceux qui possèdent les médias et qui ont un agenda politique que de ne pas avoir ces débats publiquement. Et donc, malheureusement, il y a aussi eu, je pense, ces dernières années, un choix politique et une adhésion, en fait, à ces points de vue-là, de la part des forces dites de gauche, ou qui se disent de gauche, d'accepter ces manières de... Ce que Fabrice voulait vous poser comme question, mais c'est une question qu'on se pose depuis longtemps, c'est pourquoi est-ce que les forces de gauche, mais j'allais dire gauche de gauche, la véritable gauche pour parler entre nous, mais disons pas les gens qui sont, comme vous le disiez, non mais c'est même pas du gouvernement, qui sont soumis à l'agenda politico-médiatique, en gros, de BFM TV, Sud Radio, enfin, etc. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on peut appeler la guerre culturelle qu'une certaine droite a en partie remportée. Donc, pourquoi les forces de vraie gauche, enfin, en tout cas, les forces de gauche qui veulent s'impliquer, mais comme la France Insoumise et tout, notamment, mais beaucoup, la France Insoumise, qui conteste en tout cas cet agenda politico-médiatique. Pourquoi est-ce qu'elles ne se saisissent jamais de la question des stupéfiants comme lien, c'est-à-dire en tant que tel, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, je sais que c'est pas très sexy d'un point de vue électoral, mais est-ce que c'est totalement inaudible de dire la loi de 1970, comme on voit aujourd'hui qu'il y a des dizaines de pays qui ont légalisé le cannabis, par exemple, c'est vrai que ça paraît totalement inaudible en France, alors qu'on est le pays qui est le plus gros consommateur, en tout cas d'Europe, et qui est le pays qui a le plus échoué sur cette politique répressive. Et on a l'impression qu'il y a toujours une difficulté de ces forces de gauche. Mais après, nous, on a travaillé sur le sujet, et bon, déjà même avant 2017, un des éléments de notre programme portait sur la légalisation du cannabis. Et donc voilà, alors c'est le cannabis, c'est un périmètre très précis, restreint. Et donc, c'est aussi la nécessité de s'emparer du sujet et de travailler le sujet. Parce que c'est aussi des questions où moi, par exemple, je milite depuis un certain nombre d'années, mais ce n'est pas une question sur lesquelles j'avais beaucoup de connaissances avant d'y être confrontée, avant de faire des recherches. Donc, il y a aussi ce côté-là. Je pense que c'est une question qui a été beaucoup portée et travaillée par un certain nombre de secteurs militants, ce que moi, j'ai découvert aussi, enfin, que je connaissais un peu de manière un peu générale, vague, liée au militantisme de la lutte contre le sida, etc., mais que je ne connaissais pas moi. Et donc voilà, je crois qu'il y a une histoire très très riche, mais du coup, je pense que j'ai l'impression qu'il est resté quand même dans ce secteur associatif, collectif, etc. Et donc du coup, dont on, en tout cas moi, j'avais peu connaissance, et donc qui n'était pas un sujet... ou que j'appréhendais, au-delà de la question du cannabis et de sa légalisation, voilà, dans son entièreté. Donc je pense qu'il y a aussi de la méconnaissance. Et nous, le travail qu'on a fait depuis 4 ans, c'est aussi, enfin moi la première chose que j'ai faite, c'est de me tourner vers les associations, coordination toxicomanie, essayer de connaître, comprendre l'histoire dans ce quartier-là en particulier, le 18e et le 19e, de ces problématiques. Et donc, voilà, j'ai aussi appris au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il y a cette dimension-là, déjà, de se réapproprier cette histoire-là, parce que ce sont aussi des histoires de lutte, de mouvements sociaux et de mouvements d'émancipation au-delà... Et de quartier populaire, justement. Parce que et donc, moi, je voulais réintervenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, sur le parallèle avec l'immigration. Parce que sur l'immigration, la gauche, elle a quand même fait ce travail d'inversion du stigmate quasiment immédiatement, quasiment instinctivement. La droite dit l'immigration est un problème. Quasiment instinctivement, on dit non, c'est une chance pour la France. Et bon, on connaît le discours, d'ailleurs, qui est universaliste, d'assimilation, etc. Sur la drogue,
c'est beaucoup plus... c'est pas du tout spontané. L'idée d'inverser le stigmate, mais parce qui que... correspondrait à dire, finalement, poser la question de la légitimité, finalement, de la demande, de cette consommation. Et mais là, oui, la mais- gauche est très frileuse. Bah oui, mais parce que d'abord, bon, c'est pas exactement les mêmes sujets de quoi on parle ou de qui on parle ou de la place que ce sujet-là a occupé dans le débat public et y compris dans les luttes sociales. Oui, mais Donc à droite- c'est pas. À droite, donc, les deux choses sont confondues. C'est ça, c'est sur ouais, bah, cette, en fait, je ce pense qu'il y a, parallèle que il y a je beaucoup voudrais- d'amalgames qui sont faits de toute façon à droite là-dedans, mais là vous parlez de la gauche, donc en tout cas de la gauche radicale, etc. Donc déjà, je pense que c'est un peu différent. Et puis je pense que, bah, justement, au-delà des spécialistes qui ont beaucoup travaillé sur le sujet, je crois que c'est très progressivement que le discours sur, même parler de politique des drogues plutôt que de parler de lutte contre la drogue, voilà, c'est quelque chose qui a mis du temps à arriver et c'est peut-être une évidence pour celles et ceux qui sont directement concernés ou qui ont travaillé sur le sujet. Mais voilà, moi j'ai appris aussi à cette approche-là, cette nouvelle approche-là. Je pense que c'est quelque chose qui a mis du temps à émerger même au niveau international. Et donc voilà, il y a aussi cette évolution-là, ce bilan, il a fallu du temps. Alors même si, encore une fois, je pense que les principales personnes concernées qui ont été victimes de cette politique de répression, d'une part, et puis celles et ceux qui travaillaient, travailleurs sociaux, associations, etc., en ont fait le constat très tôt. Bah, sur l'échec de la loi, vous parliez de la loi de 70, bah, voilà, l'échec de la loi de 70, je pense que ça a fait... pour celles et ceux qui suivent le sujet, ça fait aujourd'hui un large consensus. Mais encore une fois, c'est peu sorti en vérité, ces débats-là, même à l'occasion là, des 50 ans de la loi, c'est peu sorti des Bien sûr. cercles... Mais c'est bien pour donc ça. voilà, et donc... C'est bien Du pour ça coup, que ça et nous puis je pense intéresse. qu'il y a deux choses aussi, c'est que moi, je suis pas convaincue qu'il faille amalgamer tout dans la manière dont on aborde les problèmes, parce qu'à un moment donné, ça devient impossible en fait d'arriver à rendre le débat compréhensible. Si on mélange, et c'est vrai que c'est fait, et qu'il y a une dimension raciale dans la manière dont la question de la drogue se pose, même si c'est pas dit en France. Par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup plus clair et il y a une histoire, je pense institutionnellement beaucoup plus connue de ça. Mais donc, et d'une part la question raciale et la question migratoire et la question des banlieues, je pense que ça fait beaucoup de choses où, en fait, je pense que tout ne se confond pas de la même manière. C'est-à-dire que par rapport à la lutte contre les trafics et l'amalgame et les stigmates des Noirs arabes, des quartiers populaires qui sont tous des trafiquants de drogue, voilà, ça, il y a clairement un biais et une approche raciste et stigmatisante. Sur la question de la drogue et des drogues en général, en fait, là, je pense qu'il y a d'autres tabous plus largement que la simple question raciste. C'est-à-dire que sur la question, il y a une dimension très idéologique et morale, en fait, dans le rapport à la drogue et dans le fait de dire, oui, en fait, c'est interdit parce que c'est mal, etc. Donc, bien sûr que ça... l'approche stigmatisante et voilà. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que c'est plus en termes sur le trafic et les trafiquants de drogue et les Noirs, les Arabes, etc. Donc ça, c'est clairement sur la consommation, y compris. Je pense qu'il y a d'autres choses qui se jouent dans voilà comment est-ce qu'on démêle sur tout simplement. Mais c'est vrai aussi que l'image de la personne droguée, c'est l'image d'un noir ou voilà, dans un squat, etc. Et que donc, c'est ça aussi qui joue, qui fait repoussoir. Mais je pense que, voilà, sur le rapport, sur le rapport à la consommation de drogue ou à l'usage de drogue, il y a d'autres choses, à mon avis, qui rentrent en compte. Non, mais ça, certainement. Mais ce que je voulais vous demander, c'était, à mon avis, la gauche... Alors, il y a la question morale de l'usage de drogue, ça j'entends bien, et c'est même un problème très compliqué même pour chacun d'entre nous, c'est pas la question. Mais non, ce que je veux dire, c'est la gauche pourrait peut-être se saisir c'est-à-dire que l'application de la loi 70 et la répression des consommateurs, je ne parle pas des gros dealers, mais
on n'en arrête pas beaucoup malheureusement, mais enfin en tout cas, ou des petits dealers ou des choses comme ça, ou des consommateurs. Peut-être que la gauche pourrait s'en saisir en voyant que ça fait partie d'une politique quelque part de classe également. Puisque ça réprime essentiellement les classes populaires. Oui, mais ça, moi, je suis d'accord là-dessus. Tous les trucs qu'on entend, les livreurs qui viennent de banlieue, qui livrent de la cocaïne ou du shit dans les salons du 16e, c'est eux qui prennent les risques, même s'ils sont blancs, mais enfin, voilà. Il y a clairement une dimension de classe, mais comme je pensais là à l'instant à l'approche à la fois morale et de classe vis-à-vis de l'alcoolisme et de l'alcool pendant tout le début du XXe siècle, etc. Et jusqu'à très tard encore, mais voilà, jusque dans les années 60-70, enfin la vision du prolo alcoolique, etc. Ça a été aussi un stigmate extrêmement important et un argument dans d'autres pays pour la prohibition, etc. Donc il y a toujours eu cette dimension-là de les classes dangereuses, les classes ouvrières, le prolétariat, y compris qu'il faut sauver de lui-même. Parce que il est donc on connaît ça, c'est juste que du coup entre une fois que ça a été normalisé et que y compris il y a eu aussi un travail sur les effets en tout cas de l'alcoolisme comme maladie et pas juste la consommation d'alcool mais qui avait causé quand même des ravages dans les populations, donc il y a eu ce truc là. Une fois que ça a été normalisé, du coup c'est devenu moins stigmatisant, même s'il y a toujours accolé à la consommation d'alcool et à l'alcoolisme, une dimension de classe très claire, quoi. Voilà. Donc, où on imagine, bien sûr, le beauf de classe sociale inférieure qui boit, qui bat sa femme, etc. Enfin, tous les stigmates que vous voulez. Bon, maintenant, en plus, alors il boit plus parce que quand il est musulman, il ne peut pas boire. Mais voilà, c'est ça. Donc, il y a le beauf bien franchouillard qui boit et qui bat sa femme, et puis le musulman il boit du vin, il bat sa femme. Voilà. Donc, on est toujours dans les stéréotypes, mais on voit comment ça a été normalisé, et puis il y a eu tout un travail voilà. Et là, on est dans le même genre de stigmatisation, avec en plus donc la dimension raciale encore plus forte. Oui. Même s'il y avait aussi une forme de xénophobie, je pense, dans l'histoire du mouvement ouvrier, avec les Polonais, avec certains types d'immigration qui ont été très associés. Mais donc, on voit bien à l'œuvre, à la fois la dimension aussi xénophobe vis-à-vis des migrations et des différentes migrations. Et donc, oui, et ça fait... On devrait se rappeler de ça et ça a été aussi... Ça n'a pas été une bataille simple non plus, parce qu'il y a aussi cette dimension très morale, à gauche, et même dans une gauche un peu justement de dire, il faut qu'on... c'est l'opium du peuple. Voilà, et d'une manière un peu dogmatique comme ça. Donc oui, c'est aussi quelque chose qu'on doit déconstruire dans le discours dominant. Et puis, quelle réponse on approche ? Je ne sais pas si c'est un peu trop tôt, mais en fait, c'est pas question que ce soit trop tôt ou pas, mais c'est qu'il y a une réalité aujourd'hui et que et quand on voit, moi, la situation dans laquelle j'analyse aujourd'hui le 18e et le 19e, c'est qu'on a une gauche quand même qui a été au pouvoir localement ou nationalement et qui a pas fait le travail, en tout cas dans la suite, dans la lignée de la réduction des risques, etc. Et en fait, on se retrouve là, au pied du mur. La mairie se retrouve au pied du mur parce que tout simplement, ils ont pas été au bout, quoi. Dans la même situation qu'il y a 30 ans. Voilà, et donc on revient au point de départ, même si c'est pas exactement vrai. Mais, donc oui, il y a clairement un déficit à la fois de connaissances et d'analyse et le fait de s'approprier ça et de dire oui, c'est un enjeu politique. Oui. Politique au sens de politique publique, on peut parler de la politique de santé, on peut parler de la politique de sécurité, on peut parler, etc. Et politique au sens aussi plus large, culturel, idéologique, de le rapport avec, en fait, même philosophique, c'est-à-dire le libre arbitre des individus, le choix de consommer telle ou telle substance. Enfin, je pense qu'il y a une réflexion en plus intellectuelle et philosophique plus générale à dire, oui, en fait, et pour briser surtout le tabou moral, que là, il y a quelque chose du libre arbitre et des choix et de la liberté individuelle, qui est
extrêmement intéressant là-dedans. Ça, c'est au cœur de notre. Donc, de notre mais ça, moment, on s'en est pas souci. Oui. Mais si on en vient à Stalingrad, puisque vous êtes député du quartier qui, de temps en temps, enfin particulièrement en ce moment, fait parler du problème du crack et tout, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que c'est majoritairement des gens qui sont dans une précarité extrême, que ce sont principalement des SDF qui ont... C'est pas tous des SDF, non, en fait, mais c'est des gens très précaires et très vulnérables, ça c'est sûr. Vous avez raison. Ouais. Mais c'est une formule que j'ai employée parfois. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette affirmation sur Stalingrad ou sur le nord-est parisien ou même partout, hein, mais il n'y a pas de problème de drogue, il n'y a que des problèmes sociaux? C'est dur, hein. Ouais, je pense que c'est, on va dire, la formule est un peu lapidaire, mais en fait, je dirais en fait le problème c'est pas les personnes, encore une fois, et là où l'erreur c'est de s'attaquer aux personnes comme lutter contre les pauvres plutôt que lutter contre la pauvreté. C'est quelles sont les racines du problème en fait. Qu'est-ce qu'on détermine, quel est le problème? Est-ce que c'est celui de la nuisance publique, de la consommation sur la voie publique, oui. Ou des personnes qu'on voit sur la voie publique aussi, parce qu'il y a aussi ce biais-là. Et pourquoi est-ce que c'est ces personnes-là qu'on voit sur la voie publique et qu'on voit qu'eux, alors que c'est aujourd'hui, c'est quoi 200, 300 personnes voilà. Qu'on voit par rapport à ce qui est intéressant dans les dernières études. Le rapport de l'INSERM là, sur le crack en Ile-de-France parle de 40 000 usagers de crack en Ile-de-France, dont 11 000 qui sont sur la scène. 11 000 qui sont j'allais dire dans la file d'attente, qui reçoivent dans les centres, dans les files d'actifs, voilà, des centres de soins. Voilà, des centres de soins. Ouais. Donc voilà, déjà 40 000, 11 000, et là on a quelques centaines. Et donc on voit bien que le problème, si on considère que c'est la consommation de crack, cette drogue-là en particulier, qui a un problème, il est beaucoup plus large que la quelques centaines de personnes qu'on voit là. Évidemment. Et donc, alors, résumer ça à des problèmes sociaux, en tout cas je dirais, la drogue est une question politique. Voilà. Je dirais, il n'y a pas de problème de drogue, il y a une question politique liée à la drogue. Voilà. Et donc, prenons-le de ce point de vue-là et essayons de comprendre quelle est la problématique en fait, liée à la drogue, la consommation, l'usage, la prohibition. Et aussi, dans la dimension sanitaire, qu'est-ce qui relève en fait, de l'addiction en général, et ça on peut parler de plein d'addictions et de formes d'addiction et comment on les régule, et qu'on peut voilà, considérer qu'il faille arrêter de fumer, mais en même temps quand on fume et on assume et voilà, et c'est régulé en fait. Donc c'est comment est-ce quel est notre rapport aux addictions aussi. Qu'est-ce qu'on trouve acceptable, quelles sont des limites, et aussi d'accepter de dire on peut être une société qui considère que en fait tel comportement même relevant du libre arbitre, n'est pas acceptable. D'accord, mais donc discutons-en de ce point de vue-là. Mais moi, du coup, j'ai pas de, je peux entendre les craintes, les points de vue, enfin les oppositions. Pour ma part, à vrai dire, j'ai pas de position arrêtée sur le sujet, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai découvert, que j'ai appris, où je m'habitue aussi à approcher ce sujet-là de manière moins stéréotypée et moins... parce que voilà, c'est des choses aussi où on est imprégné par la culture dominante. Et donc, donc c'est une question et une problématique politique. Donc il faut le pas, et y compris avoir aussi une attitude. Et là, c'est du point de vue de politique gouvernementale et de forces qui veulent être au pouvoir, c'est dire en fait voilà, qu'est-ce qu'on met en œuvre comme politique à un moment donné quand on est face aux différents problèmes liés à l'usage ou le trafic, parce qu'il y a ces dimensions du trafic. Oui. Et là, c'est une question aussi sociale de quelles populations sont le plus impactées par le trafic, qui en bénéficient, etc. etc. Et donc là, nous, on a aussi des réponses. On a fait une proposition de loi. Moi, j'ai soutenu la proposition de loi d'Éric Coquerel sur ce sujet-là, sur la question du trafic. Mais qui est sur le seul cannabis. Et oui. Ouais.
Donc c'est mais quand même, voilà, mais on va dire que c'est peut-être concerne... une question par étape, mais au moins voilà, on aborde ce sujet-là, c'est pour vous dire que ça c'est une réflexion. Donc on a fait, il y a cette proposition-là sur la question du trafic. On est arrivé à un consensus sur la question du cannabis, et je pense qu'il est plus large d'ailleurs que la gauche radicale. La mission d'information et les travaux parlementaires au cours de l'année ont montré que... plus seulement cannabis. Mais ce que je veux dire, c'est que on va dire c'est le premier fil à tirer. C'est-à-dire que ça permet en fait, je pense, moi, je trouve que c'est... Ils sont sur légaliser le cannabis seulement. Oui, mais en fait, ça amène en fait je trouve, à reposer les choses sur des bases quand même plus objectives, à sortir en fait du schéma, parce que du schéma moral, mais on pourrait du stigmate. Que c'est juste une drogue qui change de camp moral, justement, une seule drogue qu'on passe du côté des bons produits et qu'on laisse les autres du côté de la diabolisation. Oui, mais... tout à l'heure, c'est quand vous avez parlé du libre arbitre, c'est là que je trouvais ça très intéressant, parce qu'il y a aussi le pouvoir sanitaire, si vous voulez. J'ai l'impression que c'est ça qui gêne le plus. C'est que la question sanitaire peut être aussi un pouvoir coercitif. Quand je vous parlais du sida, l'interdiction des seringues, ça a été fait avec l'idée qu'on allait soigner les gens. Oui, mais donc, ça, y compris l'opposition on évoquait hier, parce qu'on a fait une réunion publique de bilan de mandat dans le 19e sur ce sujet, et il y avait deux intervenantes de Gaïa et de Ego, voilà, Aurore, Gaïa. Qui sont les intervenants classiques de la réduction des risques. Voilà, mais qui expliquaient comment, de toute façon, l'Académie de médecine n'était pas très réduction des risques non plus, et qu'il y avait l'ordre des médecins, c'est qu'il y a clairement des secteurs professionnels ou autres qui sont dans une autre logique qui est la leur, et donc avec laquelle il faut aussi entrer en dialogue et obliger aussi au dialogue, et de dire en fait déjà il faudrait en discuter, ne pas considérer que ça va de soi parce que etc. Mais les arguments des gens qui sont sur le cannabis, c'est des arguments sanitaires justement. C'est ça que je voulais vous interroger là-dessus, qui laissent entendre que parce que le cannabis serait moins dangereux que les drogues dites plus dures, ce qui d'ailleurs peut se défendre d'un point de vue pharmacologique, la répression, si vous voulez, ou l'interdiction se justifierait, vous voyez. C'est là où le cannabis seulement peut être encore plus dommageable, parce qu'on va reporter la répression. Ça a été dit d'ailleurs par le leader des Verts, qui connaît à mon avis pas très bien le sujet, en disant on va pouvoir mettre le paquet sur les drogues dures. Moi, je trouve que c'est pas... En fait, le candidat LV. Le candidat. Je pense que le débat sur le cannabis, il existe, au moins il existe, et moi je trouve que il faut le prendre tel qu'il est et pas se dire c'est pas du jour au lendemain que le point de vue dominant va changer sur toutes les drogues. Bon, commençons par le cannabis, on parle là de ce qui concerne quand même, y compris en termes d'activité, par exemple des forces de police, une bonne partie de l'activité, et qui permettrait de se reporter sur le trafic, y compris le trafic de cannabis, si on avait une partie encadrée, comme la police se bat sur le trafic de tous les produits illicites qui existent. Et voilà. Mais c'est une chose que la police de se reporter sur d'autres drogues. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la question de la lutte contre le trafic, c'est deux choses différentes. On peut légaliser et se battre encore contre le trafic, c'est encore autre chose. Donc je pense que... pour moi, c'est pas... Alors, peut-être de votre point de vue, ça ne va pas assez loin, mais moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le travail, le débat autour du cannabis permet, en fait, d'abord de rappeler qu'il y a 900 000 usagers de 13 à 77 ans dans notre pays, en fait, de normaliser, en fait, de dire... Voilà, de quoi on parle en fait, quelle est la réalité dont on parle, et ça mènerait aussi certainement à se rendre compte que pour l'usage d'autres drogues licites ou illicites, en fait il y a des millions de gens qui les utilisent, donc quel est notre rapport? Donc pour moi c'est un fil qui permet d'ouvrir la discussion et de Et si ça invalide
concept de drogue, effectivement, c'est intéressant. Si les gens arrivent à comprendre que cette drogue illicite, finalement, fait exploser le principe de la loi 70. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de discours qui sont plutôt normalisateurs, voire qui sont incriminants sur l'alcool, par exemple. Beaucoup de gens qui disent il faut légaliser le cannabis parce que c'est moins grave que l'alcool. Oui. Il faut monter les sanctions sur l'alcool. Les addictologues, oui. Voilà. Et donc, c'est pour ça que... Non mais ça, moi je trouve que ce débat-là, il est légitime. C'est-à-dire que de pouvoir se dire que jusqu'à... Bah, après, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est toujours la question des usages en fait. C'est n'importe quel produit utilisé de manière excessive, utilisé sur un terrain déjà fragile de conditions préexistantes qui vont développer ou des addictions ou d'autres pathologies est problématique. Donc il y a des usages qui doivent rester interdits. Il y a un niveau d'usage qui doit, de mon point de vue, être encadré. C'est ça l'encadrement. Oui, l'encadrement, c'est dire qu'à un moment donné, voilà. Et il y a des usages qui vont être sanctionnés. C'est-à-dire que l'usage d'alcool, etc., quand on conduit, ben, ça va être sanctionné parce que ça... Enfin, vous voyez, moi je pense que c'est pour ça que la question de... l'encadrement, on a parfois l'impression de dire que tout est autorisé. Ben, en fait, non. On encadre des usages pour dire qu'il y a des usages. Quand ils se font dans ce cadre-là, ça ne pose pas de problème, mais quand ils sont dans un autre cadre, ça devient problématique parce que ça met en danger tel ou tel. Il faut sortir de la logique produit. Donc vous êtes d'accord avec mon raisonnement? Donc pour moi, je pense que poser de cette manière-là, ça permet de sortir un peu des a priori, etc. Après, je pense que l'état du débat fait qu'on est loin de pouvoir... déjà, si on arriverait à avoir cette discussion-là sur le cannabis, ce serait intéressant. Et là, il y a les intérêts, il y a aussi la dimension économique. Et puis, il y a aussi ceux qui ont intérêt à ce que ça reste un trafic mondial de la manière dont l'économie de la drogue, elle existe et elle pèse énormément et elle pèse dans l'économie réelle aussi. Et donc, oui, il y a des intérêts qui font que on ne pourra pas les poser, pas juste les intérêts moraux, mais je pense que ces intérêts économiques-là aussi... Et les intérêts économiques des boîtes pharmaceutiques. Voilà. Donc, après, il y a tout ce débat-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est à un niveau, et moi je vous le dis, voilà, c'est une discussion en tout cas, c'est une réflexion que moi j'ai eue au fur et à mesure en m'interrogeant sur la réalité concrète et quelles réponses on apporte et quelle est l'expérience au niveau international. Donc c'est aussi un cheminement. J'ai pas de position à part sur le cannabis, mais sur le reste des drogues. Voilà, je me pose aussi un certain nombre de questions. Mais déjà, à partir d'un positionnement sur le cannabis, je pense que c'est intéressant. Et si déjà on pouvait gagner cette bataille-là, voilà, je pense que ça permettrait Non, mais je voulais juste dire qu'au niveau international, sur le cannabis, il y a effectivement des évolutions. Il y a déjà, c'est au moins ça sur lequel on peut s'accorder. C'est que là, déjà, au niveau, surtout les États-Unis, on a déjà des premiers résultats. Et le Mexique a légalisé la semaine dernière. Voilà. Donc, on voit bien que les choses vont très vite, et comme par hasard, pas du tout dans notre pays. Mais enfin bon. Et là, justement, on peut vous interroger là-dessus. Il y a la légalisation du cannabis à New York, par exemple. Ils ont immédiatement collé ça à la question raciale, parce que il y a l'expérience que cette légalisation du cannabis dans d'autres États, ça devient des profits pour les classes privilégiées blanches et que les Noirs et les Black and Brown continuent d'être arrêtés. Donc ils ont mis une taxe qui va aller normalement à ce qu'ils appellent la justice raciale. Mais l'Oregon, c'était un autre exemple qui a décriminalisé il y a plusieurs années, légalisé le cannabis plutôt, vient de considérer qu'il faut décriminaliser l'usage de toutes les drogues parce qu'à nouveau la répression c'est porté sur d'autres drogues. C'est l'expérience des États-Unis, en fait, qui me fait réagir comme je le fais. C'est-à-dire, j'ai peur que la France, pour toutes les raisons que vous avez expliquées, la gauche qui est un petit peu frileuse, la question sanitaire dont on a l'impression qu'elle est généreuse envers les usagers, mais qui, en fait, nous envoie dans des débats qui ne sont pas ceux du libre arbitre de la citoyenneté et pas des débats de la demande. En fait, c'est ça je pense, qui pose le plus problème. L'exemple américain, c'est vraiment la demande qui a été prise en compte. Une demande
qui finit par être considérée comme légitime parce qu'elle considère effectivement des millions de gens, des pouvoirs économiques, etc. Et en France, j'ai l'impression qu'à gauche, on est frileux avec cette histoire de légitimer cette demande de drogue. C'est peut-être un peu tôt. Oui, parce que en fait, je pense qu'en plus, il y a beaucoup de choses en fait, qui du coup, peut-être du point de vue de la gauche, se mélangent parce qu'on n'a pas du tout la tradition d'avoir une approche en termes capitalistiques, voilà, libéral, de dire, libéral classique. Alors on l'a de manière macroéconomique au sens où nous, en tout cas, là, on dit qu'il faut que l'État soit stratège, voilà, pour la relance économique de manière générale, mais pas en termes au sens libéral voilà, classique. Pas en termes de voilà, un produit et dire que voilà, il faut fournir un produit à une population. Et peut-être que je pense qu'il y a ça, il y a d'une part aussi la réflexion sur le poids des laboratoires et du coup cette dimension-là de dire bah voilà, ce sont des pouvoirs économiques et qui crée aussi la demande, enfin crée une demande qui n'est pas pour le coup, qui n'est pas du libre arbitre en fait, et qui est voilà, et qui va dans le sens et je pense qu'il y a cette dimension-là et qui est un vrai problème sur les stratégies et les politiques des laboratoires pharmaceutiques et donc d'inonder les addictions aux médicaments, de créer en fait. Voilà, et nous, des on a les traitements de substitution en plus qui ont été une réponse extrêmement libératoire pendant un certain temps, et maintenant qui sont ressentis comme une prison par un certain nombre d'usagers. Et c'est exactement l'illustration. Donc je pense que c'est ça, voilà, c'est aussi cette difficulté-là à faire la part des choses et pouvoir entendre voilà, les voix des personnes concernées, directement concernées, et le rapport individuel qu'il y a avec ses besoins, le besoin et comment on satisfait les besoins et quels besoins sont considérés comme légitimes ou illégitimes. Et donc voilà, ça c'est aussi plus une réflexion, j'allais dire, philosophique et idéologique, mais qui est légitime et je pense qu'il serait très riche à avoir, quoi. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout l'espace aujourd'hui politique pour l'avoir sans que ce soit instrumentalisé d'un point de vue dur. Du coup, voilà, ça disqualifie tout le monde. Voilà. Sinon, vous êtes pour que tout le monde se drogue et les enfants, et etc. Et voilà. Et donc, c'est impossible en fait. Voilà, c'est impossible, ne serait-ce que d'avoir cette liberté-là intellectuelle. On va pouvoir l'avoir, justement. Du coup, le problème, c'est que la réalité de la situation dans le 18e ou 19e, c'est qu'on parle des, j'allais dire, 0,5%. Ouais. Dont le rapport, ou en tout cas la réaction, ça ne peut pas être celle de penser à quelque chose d'émancipateur ou de libérateur, parce qu'on parle de ceux qui sont les plus atteints par bien d'autres choses que l'usage, mais dont c'est l'usage qui précipite, ou en tout cas dont on voit la manifestation. Mais est-ce que c'est vraiment l'usage ? C'est ça, en tout cas, la manifestation de leur état extrêmement précaire, vulnérable, voire de leur déchéance, se fait à travers cet usage-là. Donc, voilà. Donc, pour pas qu'on soit trop long, justement, comme on est dans votre permanence dans le 19e arrondissement, c'est le 19e ici ou c'est le... Non, c'est le 18e. On est au milieu. Ouais, on est rue Pajol. D'accord. Et le 19e, c'est de l'autre côté là. Et là, c'est le 18e. D'accord. Alors, je crois que la limite, c'était rue Marx-Dormois. Non, c'est encore le 18e. D'accord. Bon, alors, donc dans le 18e, justement, parce qu'on va s'arrêter, parce que là, on a déjà presque une heure. Mais non, mais parce qu'on peut parler infiniment sur ces débats. Mais quel retour vous avez de la population sur ce qui se passe en ce moment, sur cette question complexe, et comment la population le voit? Est-ce que vous êtes face à un mur de demandes ultra sécuritaires, répressifs et tout, ou est-ce qu'il y a des avis partagés? Et puis comment ça se passe par exemple avec la police dans le quartier notamment en tout cas, moi, des usagers qui sont souvent bronzés.
Moi, ce que je pourrais dire, c'est déjà, je crois que l'attitude très majoritaire, alors c'est vrai que ce qui a précipité la réaction politique, mais je pense que c'était fait pour ça, c'est quand il y a eu des tirs de feux d'artifice à Place Stalingrad, et également au Jardin des Halles. Mais en fait, d'une certaine manière, je pense que c'est plus des manifestations de désespoir et qui... voilà, vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est dire, voilà, il faut qu'on en arrive à ça pour que vous réagissiez. Parce que moi, je pense que même parti... Je ne suis pas sûre que ce soit les jeunes en particulier. Je pense que ça peut être... ça pourrait être n'importe quel des riverains voilà, excédés, quoi. Mais moi, ce que je trouve assez significatif quand même, c'est que même les plus virulents sont d'accord avec le constat que, en fait, les personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, c'est pas contre elles, en fait, qu'elles s'insurgent, c'est contre la situation dans laquelle ils se retrouvent. Oui, je pense que... Alors, il y a des formes, des fois, un peu voyeuristes, mais je pense que, vraiment, il y a eu moi, j'étais quand même assez interpellée par le fait qu'il y a eu quand même, pendant très longtemps, beaucoup de retenue et que le discours, encore une fois, de la majorité, c'est de dire, en fait, c'est insupportable de voir les gens dans cet état, dans la rue, etc. C'est vraiment ça, en fait. Donc, pour moi, c'est ça, quand même, la première chose à relever, et de se sentir, y compris soi, mal à l'aise, parce qu'on est témoin de situations extrêmement indignes, extrêmement choquantes, parce qu'il y a des enfants, etc. Donc, quand même, c'est ça le discours que j'entends. Après, il y a des positionnements qui vont être plus ou moins virulents. Moi, la première fois... j'avais participé au rassemblement là, devant le Jardin des Halles quand la mairie a décidé, la mairie et la préfecture ont décidé de déplacer, entre guillemets, les consommateurs et les trafiquants aussi, parce qu'en fait, c'était le lieu de trafic et de consommation de Stalingrad à Eole. Donc il y a eu une mobilisation du coup des riverains du Jardin des Halles. Et quand je suis intervenue à un des rassemblements en parlant, entre autres, de la question des salles de consommation, il y a eu une levée de boucliers. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui étaient très contre parce que voilà, d'abord parce que beaucoup ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait, parce qu'on présente ça comme des salles de shoot pour plein de raisons. Voilà. Et puis il y en a peut-être qui sont en désaccord politique, idéologique. Mais de fait, aujourd'hui, il y a des collectifs d'habitants qui disent moi, je ne préférerais pas qu'il y ait ça, mais si c'est la seule solution, en fait, on est pour qu'il y ait ce genre d'espace. Il y a une tribune, là, dans Libération, qui est sortie il y a quelques jours, où ce sont des habitants qui disent ça. Qui disent, voilà, ça, de la vue de tous les spécialistes, ils disent ça, c'est un moyen, parmi d'autres, mais c'est un moyen. Donc, OK, mais allons-y, faisons-le, quoi. Est-ce qu'il y a une association qui s'appelle Stalingrad Quartier Libre ? Elle existe encore, celle-ci ? Non, il y a plusieurs collectifs là qui se sont montés. Donc je pense qu'il y a aussi ce travail-là. Le problème, c'est que en fait, les gens, ils en sont arrivés à faire ce travail-là parce que en fait, ils se sont retrouvés face à des situations quand même dramatiques. Franchement, en ce moment, passer à la rue Riquet, enfin voilà, il y a des gens qui hurlent. Enfin, c'est vraiment, c'est insupportable en fait comme situation, quoi. C'est ultra dégradant. Et alors que je pense que, parce qu'en plus vous le disiez, c'est récurrent. Il aurait dû y avoir un vrai travail de préparation, d'éducation populaire, etc. En fait, il y a une histoire en fait qui aurait dû amener les pouvoirs publics, amener la mairie de Paris à faire ce travail, à préparer les gens, à expliquer pourquoi est-ce que régulièrement on a ça, mais du coup, et à mettre en place des choses pérennes, quoi. Et moi, je pense que c'est vraiment d'une irresponsabilité totale. Alors, le gouvernement, qui en plus est dans une optique ultra sécuritaire et de courte vue politique, mais d'une bêtise absolue. De manipulation là-dessus. Voilà, clairement. Et vous avez Darmanin qui explique la drogue c'est mal et puis basta. Et donc, il est contre les salles de consommation. Mais c'est d'un niveau qui est déplorable. Mais je crois que malgré tout, la ville, depuis des années, avait les marges de manœuvre pour ne serait-ce que faire ce travail d'explication. Et puis, l'expérimentation.
l'avait faite à une époque. Oui, mais ils l'avaient fait, mais ils ont manqué de soutien. De moyens. Et quand surtout avec le tabou du trafic, c'est aussi ça mais surtout quand l'évacuation de la colline, parce qu'on est encore là dans les répercussions de la dernière évacuation de la colline, rien n'avait été anticipé, rien n'avait été préparé. Et donc ça fait 4 ans qu'on est dans une situation, voilà. Il y avait une promesse de salle de consommation. Hein, parce que je fais partie du conseil d'administration de Gaïa et c'est comme ça qu'on nous avait présenté les choses. On nous avait dit, on va évacuer la colline, on va faire un espace qui sera d'abord un espace de repos à la chapelle, qui deviendra à terme une salle de consommation. Et ils avaient la possibilité de le faire pendant les 6 ans, là on va arriver, etc. Ils ne l'ont pas fait, parce que parce qu'il y a eu une frilosité politique et les maires, personne ne le voulait chez eux. Après, il y a un argument très juste de dire, il ne faut pas que ce soit concentré, mais entre concentrer tout dans le 18e et ne rien faire, voilà, il y avait quand même une marge de manœuvre, quoi. Bref, donc je pense que un des problèmes, c'est qu'il n'y a eu aucun travail politique au sens de d'explication, quoi, alors qu'on sait et moi, ce qui m'interpellait, c'est justement quand j'ai commencé à faire des recherches, me renseigner, de dire il y avait eu un travail de fait déjà à l'époque, dans les années 90, et là, c'était parce qu'il y a eu une volonté politique, parce que, pour le coup, le maire, qui était vaillant à l'époque, qui était aussi député maire et qui a été ministre, ce qui donne aussi des leviers, s'est engagé, avait ce truc de dire, bon, voilà un truc, et il l'a fait. Et c'est là où on voit la différence entre quand il y a un des responsables politiques qui assume cela et qui a le courage, et qui a les leviers et les moyens de le faire, en étant député, maire et ensuite ministre, et puis quand on n'en a pas, en fait. Et là, pour le coup, on voit quand même la différence entre, d'un côté, une frilosité, voire une lâcheté politique, et puis, avec toutes les critiques que j'ai pour Vaillant et pour son bilan politique. Mais sur cette question-là, moi, ce que m'ont dit, j'étais pas à l'époque encore ni militante, etc., quand ça s'est fait, mais ce que me disent, y compris les associations, c'est qu'il y a eu, pour de bonnes, mauvaises raisons, parce que c'était l'épidémie, etc., parce qu'ils avaient aussi intérêt, avec les réaménagements urbains, à trouver des solutions, il y a eu un engagement. Il y a eu une véritable mise sur la table et ils ont mené la bataille. Et voilà, et c'est là où la politique de réduction des risques a vraiment aussi s'est étendue, etc. C'était le sida. Hein. Oui, mais du coup, voilà. Mais on voit la différence. On voit que quand il y a un engagement, quand il y a une volonté politique, les choses avancent pour de vrai. Et c'est parce que voilà, la volonté... En 2003, l'expérience de démocratie participative qu'il y a eu vraiment ici, dans ce quartier, il y avait un collectif anti-crack de gens très très sécuritaires, virulents et tout, et Stalingrad Quartier Libre, qui était donc une autre association, et les deux groupes de riverains ont été réunis, mais ce que vous avez vécu au Jardin des Halles, ça s'est déjà passé en 2003, parce que les deux groupes de riverains ont été réunis pendant 6 mois, ont éditionné toutes les associations, dont beaucoup la coordination Toxicomanie 18, qui s'appelait 18 et qui a été étendue à 18-19. Mais là où ça a coincé, c'était d'avoir une structure fixe. Et c'est là où ça a coincé. Et la coordination de toxicomanie devait avoir un bus et tourner dans le quartier. Mais donc, vous voyez, ce que vous avez vécu au Jardin des Halles, ça s'est passé il y a déjà 20 ans. Donc, et donc, il n'y a pas de continuité, et il n'y a pas de vision, et il n'y a pas de stratégie. Donc on en revient... voilà, c'est là où, même entre être pour la légalisation et la dépénalisation de toutes les drogues, qui sont deux choses différentes, et puis en rester à non seulement à la loi, même en rester à la loi de 70 dans le cadre aujourd'hui qui est possible, c'est-à-dire avec l'expérimentation de 2016, etc. Voilà, il y a une marge de manœuvre en fait. Même dans le cadre contraint, il y a une marge de manœuvre. Voilà. Ils auraient pu mettre en œuvre une vraie stratégie, même en s'en tenant avec toutes les limites que j'entends sur le point de vue purement sanitaire, parce que du point de vue des personnes qui sont concernées aujourd'hui, il y a une dimension, moi je pense, médico-sociale extrêmement prégnante. Urgente. Pour les gens qui sont dans la rue. Voilà, pour les gens qui sont dans la rue. Mais même de ce point de vue-là, en prenant le plus petit bout de la lorgnette et en le cadre le plus... Il y avait les marges de manœuvre, en fait, depuis 4 ans pour faire quelque chose, quoi. Et ça n'a pas été fait, y compris parce que c'est le 18e, 19e, parce que c'est...
parce que c'est des quartiers populaires, parce que c'est des populations, y compris les populations concernées, qui sont des populations racisées. Et donc voilà, et donc bien sûr que ça, là, pour le coup, ça rentre en jeu aussi dans l'absence de réponse politique, quoi. De qui on parle et qui est-ce qui est concerné et qui est-ce qui se retrouve à la rue dans cet état. Donc, on a mais je pense quand même que le cœur du sujet, c'est que la réduction des risques et la loi de 70 sont complètement divergentes et que sortir de là, ça suppose de poser cette question de la légitimité de la consommation. Et c'est avec ça que la France n'est pas, à mon avis, à la différence des États-Unis, n'est pas du tout à l'aise. Complètement gagné aux États-Unis non plus. Non, parce que mais ça quand même, le truc se détricote. Ça fait je pense qu'il y a des exemples sur la dépénalisation dépénalisation de toutes les drogues. L'exemple du Portugal est à suivre et intéressant de ce point de vue-là. Et je pense que ça permettrait, bon, en plus, sortir de l'axe américain qui est utilisé un peu de manière comme un épouvantail, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur les questions de 18e, 19e, encore une fois, même sans défendre et demander à défendre une position de légalisation et dépénalisation de tout et tout, enfin, rien que du point de vue de l'urgence médico-sociale, voilà, il y a eu clairement un choix de ne pas s'occuper du problème ou de considérer que c'est normal. En fait, il y a toujours eu des drogués, des tox dans ces quartiers-là. Et voilà. Et en plus, en pensant par ailleurs que mais c'est pas juste les gens. Je pense que c'est les pouvoirs publics, parce que là, la stratégie, l'évacuation de la colline, c'est en vue de JO 2024 quand même. C'est ça en fait. C'est l'intérêt, c'était le réaménagement urbain. Et donc maintenant, ils sont obligés de se le coltiner le problème parce que ils ont un intérêt économique et urbain à ça. Et c'est la pire manière de prendre les choses, en fait. Donc, voilà. On est bien d'accord. Merci. On va y aller. Non, je l'arrête parce qu'on ne va jamais s'arrêter. Non, il faut essayer. On a déjà fait 1 heure. Ouais, vous allez la voir, trop de choses. Parce qu'après, il faut retranscrire. Non, c'est même pas ça, mais c'est parce que je fais 2 ou 3 interviews par jour, par semaine, depuis 20 ans, donc je connais un peu la musique. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous.